que je vais sur le bon coin en cherchant un prof de guitare entre une machine à laver ou un camping-car. Superprof, c'est pris. Je contacte quand même. Il me dit oui, je pourrais le vendre pour 25 000 $. Et donc je rachète 2 petits sites, un qui s'appelait coursparticulier.org, qui était un enseignant à la retraite, que j'achète quand même sur les grands boulevards en face du Grand Rex. Je me retrouve au bar avec lui. J'arrive avec un chèque et je repars avec une clé USB. En fait, le SEO, si tu veux, nous, si on pense qu'on n'était pas trop mauvais parce qu'on est en France, aux États-Unis, c'est la NBA. On a aboli le télétravail chez nous, donc tout le monde est au bureau tout le temps. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Wilfried Garnier, le CEO de Superprof. Salut Wilfried. Salut, merci Bienvenue. de me recevoir, c'est trop sympa. Avec plaisir. C'est chouette chez vous. Merci. Écoutez, alors à ce moment-là, ça donne l'introduction pour les auditeurs qui n'ont pas encore été sur notre chaîne YouTube. Venez voir. Vous allez voir ces locaux. Ouais, il n'y a pas la vue d'habitude parce qu'on n'est pas à l'étage tout en haut. Mais on est très bien sympa. dans les locaux de Théodo. Alors, quelques chiffres de Superprof, mais on va les aborder très concrètement ensemble. Donc, Superprof, monté en 2013. Août 2013. 2013, voilà. Donc, on dépasse Ça y est. les 10 années. Eh oui. Félicitations. Merci. Donc, aujourd'hui, quelques chiffres importants. Donc, 44 millions de chiffre d'affaires. Exact. Bravo. Présence dans 54 pays. 28 millions de professeurs disponibles sur la plateforme pour 2000 matières proposées. 200 collaborateurs avec un chiffre important, c'est qu'ils sont tous toujours dans la boîte, si j'ai bien compris. Quasiment. Ouais. Donc ça, c'est assez incroyable, on va en parler. Ouais. Et tout ça sans lever un centime d'euro. Un vrai Voilà. bootstrap. Mais Ah, bravo. voilà. Tu connais tout bien tes chiffres. Exactement, Nickel. tout est clair. Incroyable. Et donc, c'est une plateforme digitale qui permet, vous l'avez compris, un Superprof, normalement, c'est assez clair, de chercher un prof pour s'améliorer sur une matière en particulier, tout ça en digital, avec une expérience remarquable, mais on le verra dans les prochaines parties du podcast. Tout à fait. Superprof, t'as une idée de génie là? Raconte-nous. De quoi Raconte-nous comment t'as trouvé Superprof. Le nom, tu parles Ouais. Ou le projet? Non, mais si vous voulez, il y a une dizaine d'années, je découvre Airbnb, comme beaucoup de gens, et je me dis c'est absolument incroyable ce que Brian Chesky a réussi à faire, c'est-à-dire créer de la confiance entre deux individus qui, à l'autre bout du monde, arrivent à se prêter quand même quelque chose d'assez puissant, d'assez cher. Ouais, perso, leur appartement avec leurs meubles. Et cette confiance, elle m'inspire, et à ce moment-là, je me remets à la guitare, et je me dis, mais comment aujourd'hui je peux trouver un prof de guitare? Est-ce que je vais sur le bon coin en cherchant un prof de guitare entre une machine à laver ou un camping-car? Ou est-ce que je vais à la boulangerie du coin chercher un prof, mais il n'y a aucune confiance, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de photo, enfin je ne sais même pas qui je vais appeler. Et le tilt, je vais créer le Airbnb du prof particulier, je vais mettre en relation des professeurs de confiance avec des élèves formidables. Notre promesse aujourd'hui, c'était vraiment de trouver le professeur parfait et de créer justement une alchimie entre le professeur et l'élève. Et donc voilà, une fois que j'ai le projet, le Airbnb du prof particulier, que j'ai le pitch, il me faut le nom. Et voilà, je cherche, et un matin fulgurant, Superprof. Super idée. Super idée. Sauf que Superprof, c'est pris, malheureusement. C'est-à-dire que je me jette sur mon pseudo, mon ordinateur avec pseudo qui liste tous les noms de domaine, et je vois superprof.com qui est déjà pris. Je contacte quand même l'acheteur, le vendeur, pardon, et il me dit oui, je pourrais le vendre pour 25 000 $. Ça commence comme ça, et là j'ai une alternative. Je me dis bon. Est-ce que je lâche complètement l'affaire et je change de nom parce que j'avais pas commencé le projet, ou est-ce que je m'accroche? Et franchement, j'aimais beaucoup ce nom de domaine qui représentait exactement ce que j'avais envie d'apporter à mes élèves, c'est-à-dire des super profs. Et puis j'avais envie aussi de dire à mes profs, mais venez nous rejoindre, venez dans la communauté, vous serez un super prof. Donc ça parlait très bien à mes élèves, ça parlait très bien à mes professeurs. Et donc je me lance dans la négociation avec ce Coréen qui avait commencé le prix à 25 000, et moi je lui dis 1000. Il fait 24 000. 1500. Bref. Et je finis par dire, écoute, 5000 €, c'est mon dernier mot, c'est mon dernier prix, j'irai pas au-dessus. À prendre ou à laisser. Il l'a pris. Et ça a été un énorme coup de pied au cul pour moi parce que j'avais d'autres projets avant. Moi, je faisais de l'immobilier. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert Airbnb. Moi, quand je lance Superprof, je me dis, c'est un projet à côté, connexe, sympa, le Airbnb de prof particulier, mais j'ai pas vraiment d'ambition. Et en fait, en mettant les 5000 € sur la table pour acheter son domaine, je me suis dit, ok, j'arrête de procrastiner, je le lance. C'était à peu près, je pense, en février-mars que j'ai l'idée. Et il faut qu'en septembre 2013, pour la rentrée, Superprof soit live. Août 2013, le 10 août, je crois, j'appuie sur un bouton depuis la plage de Biarritz et ça démarre. Magnifique. Ouais. Et t'étais pas du tout dans le monde de l'éducation? Non, pas du tout, j'étais dans l'immobilier. Ouais. Mais je suis fils d'enseignant, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Ah, voilà, quand même. Il dit pas Bien tout. sûr, je dis pas tout, on m'a pas posé la question en même temps. Non, il y a peut-être ça, mais sur le coup, je me dis pas, je fais ça pour mon papa. Mais un truc est sûr, c'est que moi, j'ai adoré donner des cours particuliers.
Moi, j'ai sponsorisé mon école d'ingénieur en donnant des cours particuliers et j'ai adoré la relation que tu as avec ton élève. Quand tu le vois réussir, quand tu le coaches, c'est très gratifiant. Donc voilà, j'adore cette relation, cette alchimie que tu arrives à créer avec ton élève. Et c'est ce que j'ai fait chez Superprof dans tous les pays. Extraordinaire. Moi, j'ai pas la même expérience. Hein. Moi, faire bosser mes filles, je suis content qu'il y ait Superprof. Et parce que t'as pas Superprof. Ouais. Toi, tu n'es pas Superprof. Exactement. Émeric, tu fais beaucoup de choses, mais alors, pas ça. je vais t'expliquer le secret de Superprof. Le secret de Superprof, c'est que l'élève doit choisir son professeur. Voilà, Si tu demandes à tes filles, tu verras qu'elles ne te choisiront pas, papa. Clairement. Même pour les maths, c'est catastrophique. Ça me permet de dire qu'aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'avoir Margot avec nous en lieu et place de Julien Masson qui a été retiré du podcast à la demande des auditeurs. Voilà, ouais, c'est bien important sûr, mais... de le préciser. Il fallait faire un podcast en anglais. Exactement. Donc maintenant, on monte en gamme, donc on augmente la gamme des interviews. Ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est extraordinaire. Voilà. Je lâcherai plus le micro après. C'est sûr. Je vais y prendre goût. Allez, je lui jure de salut dans le sud. J'espère qu'il fait beau et que l'apéro est bon. Donc Margot est en backstage. En fait, c'est la coordonnatrice, la chef de projet du podcast, donc qui organise tout, la préparation des invités, tous les lieux, etc. Donc elle connaît parfaitement. Excellente organisation d'ailleurs. Merci. Exceptionnel. J'ai été reçu comme un roi. Donc dans le podcast, on l'a commencé en fait tout de suite, c'est qu'il y a une partie 0 to 1, une partie scale avec Émeric et une partie sur le next game en fait. Ok, Superprof, c'est quoi la suite? Very good teacher, j'en sais rien. On va voir. Donc sur le 0 to 1, tu disais c'est que ça commence par un engagement personnel, tu mets 5 000 €, donc en fait c'est plus un side project, ça devient un projet, un investissement, c'est intéressant. Comment on ouvre en août et qu'est-ce qui se passe? Parce que ça suffit pas uniquement d'avoir superprof.com. Bah non, alors ça suffit pas. C'est-à-dire que déjà, il me faut un développeur, il me faut un graphiste. C'est les deux personnes qu'il me faut. Donc je trouve dans mon ancien métier, j'avais bossé avec des freelances et compagnie. Donc je trouve un freelance que j'aimais bien, Pascal, qui est aujourd'hui CTO de Superprof. Hein. Ça qui est dingue, c'était le prestat de l'époque. Aujourd'hui, c'est le CTO. Et je connaissais une agence de com qui avait un stagiaire que je trouvais extrêmement brillant, Michael. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me faire ma maquette Superprof? Ouais, pas de problème. Je sais plus, mais genre 1000 balles, il me demande un truc comme ça. Mais il était stagiaire et tout, il était super content de faire ce truc-là. Et je lui dis, bah ouais, génial. Aujourd'hui, c'est mon chef de produit. Hein. C'est-à-dire que je travaille avec lui tous les jours. Tout ce que vous voyez qui a été dessiné chez Superprof, c'est lui qui l'a dessiné. C'est mon plus de 10 ans plus tard, quand même. Tu les as toujours auprès de toi. C'est parce qu'ils sont fabuleux. En fait, c'est ça la chance que j'ai eue chez Superprof, c'est que je me suis entouré dès le début, franchement, de collaborateurs incroyables. Donc voilà, donc pour créer Superprof, il me faut un designer et un CTO. Et puis voilà, ça c'était pour la partie produit. Et je me dis, tiens, si je lance en août 2013, il faut pas que j'arrive les mains vides. C'est-à-dire que mon site, aussi intelligent qu'il soit, l'algorithme qui va savoir trier les bons professeurs, mesurer l'interaction entre les professeurs et les élèves, il me faut de la data en fait. Si tu veux, si j'ai pas de data, si j'ai pas de référencement, pas de SEO, je vais avoir du mal à exister. Donc du coup je me dis bah tiens, qu'est-ce que je pourrais racheter comme petit site, petit endormi, des petits sites de petites annonces et donc je rachète deux petits sites, un qui s'appelait coursparticulier.org qui était un enseignant à la retraite que j'achète quand même sur les grands boulevards en face du Grand Rex. Je me retrouve au bar avec lui et j'avais écrit un contrat sur un bout de papier A4. J'arrive avec un chèque et je repars avec une clé USB. Il faut imaginer que c'est comme ça en août 2013. On a encore des clés USB. Alors avant, je vérifie quand même qu'il y a bien le tableau Excel avec les 10 000 profs peut-être à l'époque. Oui, et donc je repars avec ma clé USB, donc voilà. Et je rachète aussi Prof-Élève, donc deux petits sites, et ce qui me permet d'arriver, si tu veux, en août 2013, quand je lance le site, d'avoir à peu près 15 000 profs en base et un peu de trafic, parce que du coup, quand même, moi, Superprof, quand je le code d'abord pour Google. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent, enfin pas tellement, il me faut du trafic, donc le SEO, c'est la clé. Donc, le site est très bien pensé pour Google. Donc, avec mes plus de 10 000 profs que j'injecte sur les bonnes landings, je crée mon bon référencement naturel. Donc, voilà. Et donc, j'ai du trafic tout de suite. Les bonnes redirections 300 de mes deux anciens sites que je rachète. Et donc, quand je commence à lancer live depuis la plage du Biarritz, on fait 27 € de chiffre d'affaires. Et c'est incroyable. Génial. Parce que ça valide mon modèle économique. Moi, si tu veux, le modèle économique, il faut comprendre que j'avais envie de faire payer les élèves pour trouver leurs professeurs. Mais maintenant, ça semble une évidence parce qu'on fait 44 millions de chiffre d'affaires, que ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Mais à l'époque, quand je raconte ça, mes concurrents, ils me disent, pourquoi tu vas pas plutôt payer des commissions sur l'heure de cours, déjà? Les concurrents, ils font plutôt payer les profs en disant, on est un porteur d'affaires, fais payer les mecs pour leur apporter des élèves.
Donc, c'est vrai que c'est un changement de paradigme. Ouais, c'est un changement de paradigme qui semble évident maintenant. Mais dans le marché, pas évident à l'époque. Ouais. Bah, en tout cas, voilà. Et donc, quand je fais 27 €, que je vends 3 professeurs à 3 élèves qui payent chacun 9 €, je me dis, bah, si j'ai réussi à le faire pour 3, eh ben, demain, je le ferai pour 4. Et puis, ainsi de suite, on va faire grossir le chiffre. Puis voilà. Waouh. Super intéressant. C'est très, très beau, Zero to One. Tu parles de Biarritz, mais c'était les vacances ou... Ouais, exactement. Okay, parce que j'étais en vacances là-bas. C'est la Biarritz Tech. Et je voulais pas rater la rentrée, évidemment. Donc, il fallait faire live aux alentours du 15 août. Et pourtant, les cours, ça commence après. C'est quand tu as commencé à avoir des mauvaises notes aux 2-3 premiers mois. Ouais. Et puis, Ouais, alors effectivement, il y a des gros pics d'activité qui sont à la rentrée de septembre et à la rentrée de janvier. La rentrée de septembre, parce que tout le monde, évidemment, veut des profs pour préparer l'école. Et puis, il y a les parents qui sont un peu retardataires, qui font confiance à leurs enfants, qui attendent le premier trimestre. C'est vrai que ça va passer. Ça va passer. Moi, ils anticipaient, ils pré-bookaient. Ils disaient de toute façon, au premier trimestre, et donc, voilà. Et puis, janvier, tu as aussi toutes les bonnes résolutions, les cadeaux de Noël. On t'a offert une guitare à Noël, on t'a offert un cours d'échecs, on t'a offert des échecs, on t'a offert plein de trucs. Donc voilà, tu vas prendre des cours. Donc, les 2 temps forts, effectivement, c'est septembre et janvier. Oui, parce que je fais plein de cours. On pense aux cours de maths, de machin et tout, mais non. Plus de 2000 matières, c'est ce qu'on disait, mais on fait tout. On fait des cours de sport. Là, en ce moment, ce qui arrive très fort, c'est les cours de natation. Et puis, il y a eu le jeu de la dame sur Netflix. On a eu les cours d'échecs qui ont explosé. Et en ce moment, sur la crypto-monnaie aux États-Unis, c'est des gros cartons chez nous. Il y a des tendances, ça change. Après, il y a des gros blockbusters qui sont les maths, le piano, la guitare, le coaching sportif, le yoga, l'anglais professionnel. Ça, c'est des gros blockbusters, mais il y a plein de petites trucs qui font que toute l'année, en fait, les gens prennent des cours. Et à quel moment ça devient une vraie activité? Tu lâches ton activité super dans l'immobilier? Super vite. Ça, tu lances en août, tu gagnes 27 €. Ouais. À quel moment tu te dis c'est bon? Quand je rachète le numéro 1 en France, je rachète en novembre, tu vois. En novembre, je rachète le numéro 1 en France, qui s'appelle Cherchecourt. Et en décembre, on fait la migration. En janvier, on explose le chiffre d'affaires. Et à partir de janvier, je fais plus que ça. Alors, mon activité reste, parce que du coup, c'est de l'immobilier. J'achetais des appartements et je les louais. Donc, ça reste. Mais du coup, j'investis plus. Je trouve quelqu'un pour s'occuper des appartements. Et je suis à 100% sur mon super prof. Et surtout, j'hallucine. Parce que moi, je faisais ça à côté en me disant, bon, écoute, si ça marche, si dans 4-5 ans, je fais 1 million de chiffre d'affaires, je suis le plus heureux du monde. Et en fait, non, en janvier, ça devient, je sens, un truc très puissant. On a validé le modèle économique, surtout je veux aller à l'international très vite. Donc, novembre, je suis à full time dessus, puis janvier à bloc, et puis janvier, j'ai des locaux, j'ai déjà recruté 5 personnes. Enfin, voilà, c'est... Tu dis, tu rachètes ton principal concurrent en novembre, la boîte, elle est existante en août. Enfin, comment on fait ça, en fait? Je pense, moi, je me dis humblement, je ne saurais pas faire. Si, tu saurais pas faire. Moi non plus, je savais pas faire non plus. Mais comment tu t'y prends? Comment tu fais? Alors déjà, tu vas sur LinkedIn, tu contactes le mec qui est propriétaire du site et tu dis bonjour, voilà, j'aimerais être racheté. Toi, t'as 10 ans d'expérience, j'ai 3 mois et... Non, mais alors, écoute, ça s'est fini par se faire quand même. Donc, on échange nos numéros de téléphone. Je l'appelle, je lui dis tiens, tu fais quoi? Il me dit je bosse à Cœur Défense, je suis chez Capgemini en Presta. Je dis écoute, demain midi, je viens déjeuner avec toi à la Défense. Je prends mon vélo, hop. Et je lui dis tout de suite, écoute, j'ai envie de te racheter. En fait, ces boîtes étaient tenues par des personnes, c'est ça, individuelles, qui avaient un énorme fichier client. Sur 180 000 profs. C'est ça. Ils avaient un gros fichier client online, c'est des geeks en fait, ou des vieux profs, tu disais, à la retraite. Et c'est ça que tu achètes, c'est un fichier client. Alors, j'avais acheté 2 petits endormis qui étaient tout pas cher. Et lui, c'était le numéro 1. Ça faisait 6 ans qu'il existait. Extrêmement bon en SEO. Dès que tu tapais prof de maths, cours particulier de piano, c'était lui qui apparaissait. Il avait un référencement incroyable. Major d'arts et métiers. Hyper bon. Donc là, quand je le rencontre, je veux le racheter. Je sens que ça va être plus compliqué. Surtout, moi, j'ai pas forcément les moyens de le racheter, mais moi, j'y vais. Je m'interdis jamais de deal en me disant, de toute façon, le deal fera l'argent plutôt que l'inverse. Donc, je m'interdis pas. J'y vais. Et en fait, lui me dit très vite, mais moi, je veux pas te vendre, je veux m'associer avec toi. Alors, moi, je dis, oui, je peux comprendre. Probablement que moi aussi, j'aurais envie de m'associer avec moi-même, mais c'est pas possible. Moi, je veux pas m'associer parce que c'est la boîte de mes rêves. C'est une boîte que j'adore. Je veux m'amuser avec. Je n'ai pas envie d'associer. Puis surtout, je m'associe pas avec un mec que je connais pas. Donc, ça commence comme, non, je veux te racheter. Puis lui, non, moi je veux m'associer. Puis bon, voilà. Puis on se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on boit des bières, on refait le monde, cours particulier. Là, je me dis, putain, il est quand même super sympa, on s'entend vraiment super bien. Enfin, je vais avoir un copain comme moi qui est fou de cours particuliers, qui a envie de monter une boîte dans l'éducation, machin. Après, je me dis, bon, ce qui est un peu dommage, c'est quand même mon double lumière. Si tu veux, il a fait une école d'ingénieur, moi aussi. On a fait tous les deux du conseil. Moi, j'étais chez Ernst & Young, lui, était chez Capgemini. Bon, et tous les deux, on a envie de monter un site de cours particuliers.
Donc, j'ai dit, putain, j'ai l'impression que c'est un peu moi. Bon, alors que dans l'imagerie, tu te dis, bah tiens, je vais avoir un mec complémentaire et compagnie. Là, je rencontre vraiment mon double lumière. Bref, mais on s'entend super bien et je lui dis bah écoute Banco, on va s'associer, c'est plus simple. De toute façon, j'ai bien senti que j'arriverais pas à lui trouver un prix qui lui correspond. Si je m'associe pas avec lui, le deal se fera pas. Moi, j'avais besoin de lui parce que lui, il avait un modèle économique inverse, c'est-à-dire qu'il faisait payer les profs pour avoir des élèves. Moi, c'est un mécanisme opposé, donc c'est toujours beaucoup plus dur. Et je vous raconterai ça dans différents pays que j'ai attaqués, de faire payer quelque chose alors que tu as une solution gratuite, moins bonne, 10 fois moins bonne, mais gratuite à côté. Tu vois, pas évident. Donc voilà. Ouais, c'était un peu défensif aussi. Le mec avait un business model où c'était plus facile. C'était les profs qui payaient, quoi. Ouais, et surtout, il faisait beaucoup moins de chiffres. Hein. Et donc voilà, donc on s'associe avec une petite subtilité, c'est qu'il me dit, par contre, moi, j'ai prévu de partir en tour du monde à la fin du mois. Donc là, on est le 1er octobre, 30 octobre, je suis parti. Je dis, bah écoute, aucun problème. On a juste 30 jours pour faire le deal, pour que tu me files les clés de ta base MySQL. Parce que moi, de toute façon, je voulais tracher, donc je savais faire les migrations, je vais me débrouiller. Mais voilà, petite particularité. Donc, on a fait le truc, on était chez les avocats, ça s'est super bien passé. Il est devenu associé et on s'est claqué une bise. Il est parti en Colombie. Je l'ai pas vu pendant 1 an. Et quand il est revenu, la boîte, elle faisait 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Wow. Il est toujours là? Non, il est parti. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, ça dure longtemps. Ouais, 7 ans. 7 ans d'amour, vraiment. Et puis, le Covid. Le Covid, en fait, et c'est pareil parce que tout à l'heure, tu disais que personne n'avait jamais quitté Superprof, et ce qui a été vrai jusqu'au Covid. Après Covid, il y a eu des changements. Mes premiers départs... Changement de vie. Ouais, changement de vie. Des gens qui ont quand même... Moi, j'ai beaucoup d'étrangers. Hein. J'ai 39 nationalités au bureau. C'est des natifs, donc des gens qui ont été coupés de leur famille pendant 1 an ou 2, qui n'ont pas pu rentrer au pays, qui ont eu besoin de retourner chez eux. J'ai eu mes premiers départs. Et lui, ça n'a pas échappé à la règle. Il a voulu changer de vie, il était numéro 2 de la boîte, il avait envie de monter ses propres projets. Donc voilà, c'est comme ça. On peut le saluer? Ah ben je l'adore, oui, bien sûr, on le salue et puis on l'embrasse, surtout Yann. Yann, ok. Ouais. Salut Yann. On va partir sur le scale peut-être, Aymeric. J'aimerais bien qu'on creuse en fait des points spécifiques que tu as spotés et que je trouve intéressants. Ouais, moi j'avais assez envie de parler des US. On en a pas mal parlé, on a eu pas mal de podcasts là-dessus. On a eu Guide Guardian avec Eric Fourier, on a eu Arnaud de Lacoste qui nous en a parlé, Lingweo aussi, ils nous ont parlé. Olivier Buffon aussi. Olivier Buffon, ouais, bien sûr. Spécialiste de l'ouverture des pays, ouais. Mais non, parce que déjà, c'est pas quand même si fréquent d'avoir des sociétés françaises qui s'exportent et qui vont essayer de prendre le marché américain. Tu m'avais raconté que vous avez quand même pas mal galéré. Tu avais déjà ouvert, je sais pas quoi, 20 pays. Ouais, une quinzaine, 15-20, je me rappelle plus très bien, mais oui, enfin, on avait déjà fait toute l'Europe, on avait fait le Brésil. Et à un moment, effectivement, on veut aller aux US. Alors moi, c'est mon pays de cœur, hein, je voulais y aller depuis le début. On s'est quand même chauffé un peu avant. Mais oui, les US, c'est un pays effectivement incroyable parce que très riche, très grand. On parle entre 5 fois ou 9 fois la France, tu vois, c'est des beaux pays. Mais effectivement, quand on y va, écoute, on y va avec la fleur au fusil comme toujours, en se disant, on n'est pas mauvais en SEO, donc on va faire du SEO. En fait, non. En fait, le SEO, si tu veux, nous, si on pense qu'on n'était pas trop mauvais parce qu'on est en France et qu'on se compare avec ce qu'on connaît, aux États-Unis, c'est la NBA. C'est-à-dire que moi, j'étais champion de France avec mon équipe de Limoges et je me disais, tiens, je vais attaquer la NBA puis je vais les fumer, il n'y a pas de problème. Non, ils t'ont pas attendu pour être bon. Le grand Limoges, il peut battre une équipe de NBA. Oui. Un match. Peut-être. Non, mais attention. Non, mais bien sûr, mais si tu veux, juste, ils nous ont pas attendu pour être bons en SEO. Tu vois, ils connaissent. Mais comment tu fais? Tu testes et là, tu prends une grosse claque? Ouais. Surtout, on attaque en fait toujours frontalement. C'est-à-dire que nous, quand on attaquait un pays, on attaquait tous les pays, toutes les villes, toutes les matières. Tu vois. Et donc, on recrute des profs et tout. Et là, alors déjà, les coûts d'acquisition sont incroyables. Monstrueux. Ils sont 10 fois le prix qu'on payait en France. D'accord. Ensuite, on peut pas utiliser le SEO. Voilà. Et surtout, on ne peut pas faire de croissance externe parce que les prix des boîtes aux États-Unis, c'est incroyable. Mais je veux pas dire de bêtises, à peu près 50 fois plus cher qu'une boîte européenne. J'ai tenté des rachats aux US. Hein. T'as la baraque à frites, même la petite truc, Mais on parle c'est des montants stratosphériques. Parce que le marché est trop beau, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc voilà, donc c'est pas les mêmes montants. Donc on peut pas utiliser tous nos canaux. Voilà. Et donc pendant 6 ans, si tu veux, on a dépensé entre 300 000 et 400 000 euros par an de dépenses à fond perdu pour faire grossir la base, pour essayer de trouver des astuces, pour travailler par capillarité. En fait, ce qu'on a fait au début, quand on n'a pas pu faire tout le SEO au niveau frontal, en fait, on a commencé à travailler des niches.
Alors, on a mis du temps pour comprendre ça. On a mis, franchement, 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, on n'a rien fait. Tu m'as dit c'est la différence entre persévérance. Ouais, pendant 2-3 ans, on n'a rien fait. Déjà, on avait pris une jeune femme qui venait de Boston, qui s'appelle Misha, qui était très courageuse, mais qui arrivait, qui sortait d'école sans expérience et qui voit le mur de 200 mètres de haut. Il faut qu'elle attaque le marché US avec nos best practices, mais qui ne marche pas. Donc ça, c'est dur. Voilà. Et donc, elle s'est un peu épuisée. On n'a pas trouvé. Et donc, à un moment, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on recrute quelqu'un de plus capé, qui connaît le marché US, qui a bossé chez Google, qui connaît le référencement naturel. Et donc, on a recruté Greta, qui est toujours là d'ailleurs aujourd'hui, qui est la patronne des US, et qui a vraiment tout changé. C'est-à-dire Alors, comment tu la trouves? Parce que là, tu te dis, OK, là, il faut un profil vraiment senior. Ouais. Oh, bah, chasseur de tête. Chasseur de tête. Ouais, chasseur de tête. Ouais. À l'époque. De toute façon, tu as déjà dépensé suffisamment de pognon pour te dire que. Ouais. Non, mais c'est pas un mettre... sujet, ça. Comment tu te cherches? Tu vois, là, on avait besoin de quelqu'un de très bon. Et elle nous a fait baisser nos coûts d'acquisition. Elle nous a fait changer notre nom de domaine aussi. On avait fait une grosse erreur. Je sais pas pourquoi. On avait communiqué sur superprof.us. Ok, on a attaqué le marché comme ça parce que le .com, c'était un site qui redirigeait, quand tu tapais superprof.com de n'importe quel pays du monde, ça redirigeait vers le bon pays. C'était notre hub, le .com. Et elle nous a dit, ah non, mais US, personne n'utilise, c'est de la merde, faut pas faire ça. Donc déjà, pendant 3 ans, nous, on avait du .us. Donc heureusement, le SEO, c'était pas très fort, donc on a recommencé, mais tu vois, mais elle a bien fait en fait, tu vois, mais c'est des changements comme ça, baisser les coûts d'acquisition, elle a trouvé des partenariats, on a vachement bossé avec les écoles, les universités pour faire du recrutement de profs, on a vachement travaillé avec Indeed, les job boards, elle nous a fait rentrer les job boards et qui sont, c'est un monstre d'acquisition pour nous, les job boards. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Donc le référencement naturel par capillarité. Et t'avais changé là, parce que tu dis la création de contenu. Et puis tu dis, tu ouvrais tout de suite, c'est-à-dire que t'avais tous les profs tout de suite. Ouais. Là, tu t'es mis par canaux, t'as essayé de trouver. On a fait du yoga à New York et on a fait de la guitare à San Francisco. On a travaillé par des niches qui étaient mal adressées, où là on pouvait commencer à recruter beaucoup massivement. Et en fait, par capillarité, aujourd'hui, on a ouvert toutes les matières, dans toutes les villes. Et encore, on travaille beaucoup par ville aux États-Unis, parce que le maillage quand même est vraiment géant. Et un truc aux US qui était dur, c'est imaginer nous ce qu'on faisait. Et le Covid nous a aidés aussi. On croyait très fort, d'ailleurs on croit toujours très fort, à la présence géographique d'un professeur à côté de chez toi. Nous, on te fait en sorte de rencontrer à côté de chez toi un prof, parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus simple d'aller chez son prof de guitare quand il est à 200 mètres, plutôt que quand il est à 200 km. Donc aux États-Unis, pour avoir un maillage, pour avoir une offre et une demande au même endroit géographique, mais il faut une quantité de profs de dingue, tu vois. Et que t'achètes du coup, c'est du lead. Alors qu'on achète, ouais. Bien sûr, on fait que ça. On achète et on retient 30% de nos profs. Hein. Faut que t'imagines, parce que on recrute et après on les passe dans l'algo et ben nous on est très sévère parce qu'on a envie on vend. On te propose du super prof, donc l'algo il est très sévère. On te demande de répondre super vite à tes élèves, de répondre à 100% de tes demandes. Si tu réponds pas, on te suspend. Enfin, voilà, on vérifie toutes tes données, machin et tout. Donc on est très sévère. Mais donc il nous faut une quantité de profs dingue. Et ce qui a changé, c'est les cours par webcam. Après le Covid, en fait, on s'est rendu compte que le cours par webcam, c'était pas génial, c'était moins bien que le cours en présentiel, mais que ça marchait. Attends, parce que avant le Covid, la plupart des cours sont présentiel. En présentiel. Ouais. C'est ça le turning point, c'est ça marche aussi en visio. Et donc aux US, en fait, comme le webcam est devenu la norme pendant le Covid, après, si tu veux, il n'y a pas eu un retour à la normale. Donc, on a pu faire des mises en relation. Là, ça change ton business model. T'es plus obligé d'avoir le... Alors, nous, notre modèle économique, il n'a pas changé. Nous, notre promesse, c'est de trouver le professeur parfait. En fait, le professeur mais parfait... Mais t'as plus besoin qu'il soit à 200 mètres. Exactement. Voilà. T'as moins besoin qu'il soit à 200 mètres parce que les gens ont changé. Quand tu cherches un prof d'anglais, prof de maths, s'il est à 200 km, c'est pas grave. Tu vois, parce que t'as pris l'habitude. Intéressant. Mais par contre, le modèle économique n'a pas changé. Nous, on te trouve le professeur parfait. Ça peut être un professeur à côté de chez toi, ça peut être un professeur par webcam, ça peut être un professeur à l'autre bout du monde. Tu as envie d'apprendre le portugais brésilien, on te propose un prof à côté de chez toi, là, dans le 17e. On peut te proposer aussi une nana à Sao Paulo qui va te donner des cours par webcam et qui va te faire travailler l'accent. Enfin, on peut te proposer une multitude de choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, parce que on a envie que tu sois à l'aise avec ton professeur. Nous, on croit pas du tout, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a encore tellement de boîtes qui font ça, éducation nationale, où on t'impose un prof, tu le choisis pas, les élèves, ils arrivent avec un prof qu'ils n'ont pas choisi. Déjà, tu sais, c'est la réciproque est vraie. Le prof, il n'a pas non plus choisi ses élèves, c'est-à-dire qu'on lui a foutu dans une classe, il aime pas sa classe, parce que ça, c'est dur, tu vois. Nous, on te fait choisir ton prof, et ensuite, après, tu expliques ton projet pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises, il faut que tu te vendes au prof, c'est-à-dire que tu dis voilà, je m'appelle Émeric, j'ai fait ça, j'ai envie de faire ça, pourquoi je découvre avec toi, machin. Et c'est le prof aussi, il dit ah ok,
super, j'accepte la demande de cours. Et il y a plein de profs qui acceptent pas parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des seniors, d'autres avec des jeunes, d'autres avec des enfants. Il y a des profs qui donnent pas de cours aux enfants parce qu'ils sont pas à l'aise, parce que, tu vois, donc nous, on fait vraiment, il faut que ça matche. En fait, c'est du matching, on fait du matching intelligent. Et après, ils se débrouillent dans la vraie vie, en webcam ou en présentiel. T'as été tenté d'abandonner les US là quand 6 ans? Non, jamais. Jamais. Non, parce que j'ai fait... T'es comme un autofinancement, donc ça coûte Bah cher. donc c'est pour Oui, ça mais que ça coûtait c'est pour cher. ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu le faire. Parce que je peux dire que mon board, au bout de 3 ans, il m'aurait dit écoute, t'es gentil, t'es lubie là, 300 000. On avait pensé combien déjà 1 million. Écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas te remettre sur ton marché domestique. Puis quand tu feras 8 millions, tu repartiras sur les US. Mais t'as jamais eu Et tu un repars doute, jamais là, parce qu'en fait, c'est dur. Tu repars pas de zéro. Tu t'es déjà pris une claque. Enfin, tu vois. Non, jamais de doute. Parce que je rêve d'aller vivre aux US déjà. Ah, voilà. Voilà. Ah, mais bien sûr, c'est ça mon moteur. Et je dis à tout le monde, mais c'est faux, mais vous le dites pas, mais qu'il est inscrit dans les constitutions de Superprof, mais il n'y a pas de constitution, mais c'est pas grave, que le patron doit vivre dans le pays qui fait le plus de chiffre d'affaires. Les US, c'est 2e, à la fin de l'année, sera 1er. Donc voilà, ça y est. 2025, J'ai une bonne raison. le départ. J'ai une bonne raison pour début 2025 me casser à San Francisco. Bref. Bon, non, super aventure. Une autre chose que je voulais parler avec toi, t'as quand même une très forte croissance, et pas qu'en France, hein, parce que même si ça fait 40 millions de chiffre d'affaires, c'est en France beaucoup de pays. Tu dis 39 pays, c'est ça? Ouais, 54, mais 54 pays, voilà. à date, mais ça change tout le temps. Hein, donc, d'ailleurs, c'est pour ça les chiffres que j'ai donnés. Peut-être qu'on était à 39 à l'époque, mais en fait, on développe énormément de pays en ce moment. C'est fin 2025, on est à 100 pays. Donc c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ouais. Et parle-moi de tes équipes, parce que t'as l'originalité d'avoir regardé beaucoup de monde, même ceux qui sont arrivés, ton freelance, là tu nous parlais de ton CTO, etc. Pourtant, on voit que dans le scale, c'est un des moments qui est difficile. C'est qu'on a au départ, ceux qui sont là, ils font l'ADN du groupe, ils sont très motivés, etc. Et puis après, on a besoin de compétences, on a besoin de spécialisation. C'est dur, on a des plafonds de verre. Comment t'as géré ça? Alors écoute, moi déjà, j'ai la chance quand même d'avoir fait des bons choix de recrues. Déjà, tu vois, dès le début, c'est-à-dire que au départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon COO, mon directeur général, c'est quand même le mec que je recrute, mon premier collaborateur, mon bras droit, le mec que je mets une petite annonce sur Facebook, qui arrive, qui sort d'école, qui a 22 ans, et aujourd'hui, c'est mon COO. Donc, tu vois, lui, il a pété le plafond de verre. Et moi, pareil. Moi, si tu veux, mon plafond de verre, il existe peut-être. D'ailleurs, chaque année, moi, je me remets en question pour savoir est-ce que je suis le meilleur CEO pour gérer la boîte, tu vois. Faut accepter cette règle. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, dès le début, je me suis quand même bien entouré de gens hyper talentueux. Donc, ça permet effectivement de faire grossir les équipes en même temps. Ensuite, après, moi, ce que j'ai vraiment créé, c'est une entreprise très familiale. C'est-à-dire que si on a réussi à bootstrapper, à faire tout ça sans lever d'argent, c'est parce que justement, on était extrêmement motivés, qu'on s'est fait des nocturnes avec des pizzas pour faire des trucs, pour faire du code. Voilà, c'était dur, on n'avait pas d'argent au début, donc on était très soudés. On est parti en séminaire, on est parti en vacances, on a fait des trucs ensemble, tu vois, justement pour créer une cohésion d'équipe très forte. Et en fait, quand tu aimes très fort ce que tu fais et que tu es extrêmement motivé, déjà tes plafonds de verre, ils sont très élevés. Et t'arrives à garder ça quand il y a 200 personnes? Bien sûr, toujours les pizzas, bien sûr. Alors non, maintenant on fait plus les pizzas parce que maintenant on a un CSE, on a une DRH, et puis on a respecté les 35 heures. Tu vois, alors comment tu gardes ton ADN justement? Comment tu gardes tout ça? Alors, l'ADN de la famille, ça c'est primordial. On fait encore beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'événements. On fait un séminaire chaque année où on part tous ensemble, on met à plat, on fait un tirage au sort pour les chambres. Moi, je me retrouve avec n'importe qui. Enfin, on est très roots encore, tu vois. Donc ça, cet ADN, il est toujours comme ça. Moi, j'adore mes équipes, j'aime profondément mes équipes. Voilà, je suis au bureau tous les matins avec eux. On a aboli le télétravail chez nous, donc tout le monde est au bureau tout le temps. Voilà, il y a beaucoup d'événements. Il y a pas d'organigramme, c'est très flat. Et on a toujours cette grosse motivation. Alors bien sûr, il y a eu des gens qui, je racontais, après le Covid, sont partis, étaient fatigués. Il y a eu des gens qui ont envie de faire autre chose. Et il y a eu des départs. Il y a même eu, nous aussi, à un moment, des gens, on voyait le costume devenait un peu trop grand parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés pour un petit poste. Et 4 ans plus tard, ils ont 10 personnes sous leurs ordres. Ils sont managers, ils doivent faire du management, ils sont pas forcément. Donc on les a aidés. On a vu des gens qui étaient en détresse, même, tu vois, qui avaient envie qui n'avaient pas envie de partir parce que c'est impossible de quitter Superprof. C'est une ambiance de dingue, c'est la meilleure boîte du monde, c'est impossible de quitter Superprof. Mais on a aidé les gens, tu vois, à trouver autre chose, à leur expliquer, et puis ça s'est toujours bien passé.
Voilà, nous on est très souple sur la rupture conventionnelle, sur voilà, même les gens qui des fois veulent monter une boîte, font des trucs, viennent nous voir, nous on est très très souple. Voilà, donc non, l'ADN de Superprof c'est la même que depuis le début, c'est-à-dire vraiment la camaraderie. Je peux pas te dire mieux, et ça continue. Et moi, si j'arrive à résister, d'aller au boulot tous les matins, moi c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on fait beaucoup de croissance. La croissance c'est génial parce que ça te réapprend, ça te fait rêver plus grand. Moi j'ai besoin de faire de la croissance parce que sinon je m'ennuie. Je suis pas un homme de gestion. Moi gérer une boîte je sais pas faire, donc voilà. Donc moi je veux faire beaucoup de croissance pour dépenser, tenter des trucs, faire des projets, lancer des pays. Et la deuxième, c'est retrouver mes potes. Moi d'arriver dans une ambiance compliquée avec des associés qui veulent ma peau et machin, je pars. La vie est trop courte pour s'embêter. Donc voilà. Donc camaraderie, c'est vraiment hyper important. Et croissance, voilà, c'est les 2 clés. Mais ouais, l'équipe, elle est incroyable. D'ailleurs, mon équipe, je l'aime, je la remercie. Je ne sais plus quoi faire pour la remercier parce qu'elle est formidable. Et elle est formidable parce qu'on a beaucoup de nationalités. Aujourd'hui, j'ai fait un post sur l'immigration en disant merci l'immigration parce que alors c'est un petit peu politique, mais c'est vrai que si on est une boîte internationale, c'est parce qu'on a 39 nationalités, on a des natifs, des gens de Colombie, du Pérou, d'Amérique qui sont venus en France développer la boîte avec nous, et on a une culture du coup d'entreprise, c'est auberge espagnole, ça serait pas du tout la même avec une culture de 200 Français, 200 Parisiens à Paris. Nous, si chouette, c'est parce que c'est des gens déracinés, courageux, qui sont venus à Paris, qui sont trop fun, qui aiment faire la fête. Et ça crée une ambiance de dingue. Et tous vos collaborateurs sont en France, en fait. Oui, vous n'avez pas de bureau, ok. Ouais. Non, on n'a pas de bureau. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a des prestats à l'étranger qui nous aident sur de l'ARP, sur l'animation de communauté, sur des traducteurs, des rédacteurs et compagnie. On a des gens, mais ils sont prestats, ils font pas vraiment partie de l'équipe. Alors, on les appelle nos partenaires. Mais tout le monde est à Paris. Voilà, tous les collaborateurs. On a acheté nos propres bureaux aussi pour faire la maison Superprof, la maison des collaborateurs qui est ouverte 24/24, ils peuvent rester jour et nuit. Alors la nuit, ils restent pour mater des films, boire des bières et compagnie. C'est pas pour bosser, mais voilà, c'est un tiers-lieu qu'on a fait Greta, elle est en France. Ouais, bien sûr. Okay. Je l'ai pas perçu comme ça quand tout le monde est en France. C'est incroyable. Et le télétravail, non, j'ai arrêté. T'as dit t'as aboli le télétravail. C'est assez polémique. Écoute, c'est rare que d'entendre ça. C'est génial. Enfin, je veux dire, c'est super d'avoir ce point de vue, je pense, aux auditeurs, parce que tu l'entends pas fréquemment. T'as beaucoup de personnes qui peuvent le penser, que le disent pas, tu le dis, tu l'as mis en place. Donc et a priori, en termes de churn et de chiffre d'affaires, ça a pas l'air de foutre la merde. Alors, j'ai l'impression. Non, c'est comme tout. C'est un bon travail de communication, parce qu'évidemment, le télétravail, à un moment, c'est pendant le Covid, on était full remote, un coup ça fermait, un coup on arrivait au bureau, enfin on savait pas, donc on faisait comme on pouvait. Moi je protégeais aussi mes collaborateurs, évidemment fallait pas leur dire de venir au bureau s'il fallait pas, bref. Ensuite après il y a eu cette période effectivement un peu smooth où il y a du télétravail, on sait pas trop et tout, donc nous évidemment on n'a pas échappé à la règle, il y avait 2-3 jours de télétravail acceptés, puis après très vite on a resserré à 2 jours, puis après 1 jour, puis après 1 jour imposé le vendredi, j'avais appelé ça le Télé-Friday. Et là, avec l'arrivée dans nos nouveaux bureaux, en fait, moi, j'ai dit à mes collaborateurs, écoutez, on vient d'acheter nos bureaux, on a fait une maison de dingue. Moi, je vais arrêter le télétravail systématique, il n'y a plus de Télé-Friday. Donc, maintenant, je veux conserver une souplesse de travail. C'est ce qui fait partie de l'ADN de Superprof dès le début. On est très souple sur les horaires de travail. Donc, s'il y a besoin de télétravail exceptionnel, vous allez voir votre manager, vous lui expliquez pourquoi, il vous connaît, il a confiance en vous, il sait ce que vous faites, pas de problème. Mais il n'y a plus de télétravail systématique. D'accord ? Ensuite, après, je lui dis, en fait, nous, on fait un back to before Covid, quoi. Juste avant le Covid, comment on faisait ? Nous, le télétravail, on le proposait déjà avant le Covid aux étrangers qui rentraient dans leur pays. Le Mexicain qui rentrait, ou la Mexicaine Valeria, qui rentrait dans son pays pour 2 semaines de vacances, on lui disait toujours, faites 2 semaines de télétravail en plus, comme ça tu restes 4 semaines avec ta famille. Et il y avait 0 sujet. Moi, c'est le télétravail systématique où les gens prenaient le jour par semaine imposé. Machin. Et j'ai expliqué à mes collaborateurs qui m'ont dit c'est pas normal, nous c'est quand même une journée, puis on travaille mieux. Ils expliquent, et peut-être que c'est vrai, qu'ils travaillent mieux chez eux, concentrés sur une tâche. Et moi, j'essaie d'expliquer que c'est pas ça que je cherche chez Superprof. Le Superprof, c'est de la cohésion d'équipe, c'est tous ensemble. Puis moi, le vendredi, quand j'arrivais au bureau, on voyait les bureaux à moitié vides. C'est triste. Il y a des gens qui peuvent pas faire télétravail parce qu'ils sont obligés d'être là. Il y a des sales, il y a le office manager. Ils sont obligés d'être là. C'est triste pour eux. Moi, on est une bande de potes. On est tous ensemble dans la même galère. Donc venez. En plus, argument suprême, c'est ce que je leur dis. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Vous cherchez des salles de réunion pour vous coller dans un coin, parler 15 minutes, faire un point, discuter d'un truc. Vous voyez bien que vous avez besoin de cohésion. Le télétravail, c'est pas possible.
Donc, retour au truc. Et puis, voilà, au début, et puis on a fait des animations le vendredi, des déjeuners d'équipe, des trucs comme ça. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais il y a un petit peu de travail d'éducation, de communication et compagnie. Et c'était avec l'arrivée des bureaux aussi. Parce qu'avant, nos bureaux, du coup, on était, c'est comme toujours. Tu prends des bureaux qui sont bien pour ta taille. Enfin, ils sont 2 fois trop grands. Puis 3 ans plus tard, effectivement, ils sont 2 fois trop petits. Parce qu'on recrute beaucoup. Donc, ils étaient un peu serrés. Donc, avant, je comprenais. On me disait, il y a du bruit et compagnie. Donc, mais là, avec les nouveaux bureaux qu'on a pris, on a pris 1850 mètres carrés, qu'on a tout refait. Là, on a vraiment beaucoup d'espace pour les collaborateurs. Donc là, c'était aussi, ça me permettait de leur dire, je ne dis pas qu'on arrête le télétravail sans vous proposer en plus Ouais, t'as fait un investissement. un truc incroyable, quoi. Et puis surtout, j'ai acheté des bureaux. Enfin, on a acheté, c'est super propre qu'ils aient acheté. On a fait une déco de dingue. C'est pour être dedans. Sinon. À quoi bon? Ouais. C'est inspirant. T'avais un autre point de scale, Emric? C'est bon? Écoute, on a sauf si d'autres sujets. Moi, j'aimerais bien parler du Next Game parce que t'es une boîte à très très forte croissance. T'es déjà dans énormément de pays. Tu craques les US. En fait, c'est quoi la suite? Alors, je craque les US. Attends, tout doux. Hein. Pour l'instant, on va craquer les US. Les US, ça devrait faire encore une fois entre 5 et 10 fois, 9 fois le chiffre d'affaires de la France. Ça doit faire aujourd'hui 3/4 de la France. Donc, on est encore loin d'avoir craqué. Mais vraiment, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on a une pendant 6 ans, rien. Et là, depuis 18 mois, c'est fou. Et à la fin de l'année, les US sont notre plus gros marché. Mais on n'a pas encore craqué. Puis, j'ai des concurrents sérieux là-bas. On est un super bon challenger, mais il y a des monstres. Le leader, il fait 200 millions de chiffre d'affaires rien que sur le marché US. Voilà, on est encore loin. Donc voilà. Mais 2025, c'est 100 millions de chiffre d'affaires. On va faire 60 millions cette année. Tu vois, en 2024 à peu près. 2025, on vise 100 millions, 100 pays. Voilà. Moi, je veux que Superprof soit dans tous les pays du monde. On est très peu en Afrique. Moi, je voudrais qu'on soit beaucoup plus en Afrique. L'Afrique, c'est un pays très compliqué à monétiser. Il faut le faire un peu pro bono. Ça va pas nous rapporter des milliers et des cents, mais par contre, moi, je trouve ça important que qu'on constitue notre communauté. Voilà, on est aujourd'hui dans 3 pays d'Afrique, puisqu'on est au Maroc, Nigeria, Afrique du Sud. Voilà, j'aimerais qu'on finalise d'ici 2025 tous les pays d'Afrique. Et puis, il y a encore des petits trous dans la raquette. On a attaqué la Chine aussi, qui est un marché très dur, très complexe. Raconte-nous un peu comment on ouvre la Chine. Comment on ouvre la Chine? Il faut... Ouais, depuis Paris. Ça, c'est une bonne question. Avec quelqu'un de local. Bien sûr, avec quelqu'un de local. Ouais. C'est quoi? C'est Baidu, là-bas? Baidu, moteur. Baidu, alors on pense que c'est un Google. C'est pas du tout un Google, c'est complètement différent. Alors, plein de trucs. Alors, d'abord... WeChat, d'ailleurs, on a fait une application WeChat, super professeur WeChat, puisque ça sert à rien. Obligatoire. T'as pas le choix. On a fait un deal aussi avec Tencent, en fait, on s'est accoquiné avec Tencent. Tencent nous fournit tous nos prestataires, tout notre hébergement. On a racheté une société qui avait tous les agréments pour avoir les agréments du parti, c'est important. T'as pas le choix, de respecter, voilà. On a quelqu'un sur place qui est le CEO et on a recruté une ancienne de Baidu. L'erreur qu'on a fait aux US, c'était de recruter pas tout de suite une grosse skilleuse, de recruter une tête bien faite, nana sympa qui commence une junior. Ça marche dans tous les autres pays, sauf les pays complexes. La Chine, on avait identifié que c'était un pays complexe et surtout on a mis beaucoup de moyens parce que juridiquement, rien que pour créer les statuts, créer la société, ouvrir les comptes bancaires, c'est 300 000 €. Donc c'est un petit budget juridique avec en plus les avocats qui te disent attention, aucun recours possible. Donc, c'est comme ça, c'est un pays, qui est fermé. Les datas, c'est pareil, tout est isolé sur place, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication. Nous, on a quand même des serveurs un peu partout, on a de OVH, on a de l'Amazon Web Service. Là-bas, tout est fermé, on communique pas de data, donc on refait tout, Superprof, une application WeChat, on réapprend tout. Baidu, on pensait que c'était un moteur de recherche qui faisait du SEO, pas du tout. Baidu, c'est que du SEA, donc c'est que du payant. Les 10 premiers résultats, c'est que du payant. Donc c'est Google, mais dans 20 ans, on va dire, avec que du payant. Voilà, donc on rapprend tout, l'acquisition. Et donc on a recruté une nana qui avait fait Baidu, qui avait bossé chez Alibaba, une fille extrêmement capée, très forte, donc qui nous aide à tout développer, qui gère dans l'équipe technique avec Tencent. Et donc voilà. Mais ouais, dans la Chine, c'est un défi intellectuel. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas fabuleux quand même qu'une boîte en France soit déjà, dans tous les pays où on est, mais un pied aux US, un pied en Chine. C'est beau. Donc voilà, et tu vas sur place? C'est artistique. Alors moi, j'y suis pas allé. Ouais. Mon DG y a été, ouais. Bien sûr, on y a été avec le chef de projet et puis la jeune femme, Chatting. Oui, ils y sont allés pour signer les papiers, monter la boîte et tout. Mais moi, j'ai pas eu encore la chance d'y aller, quoi. Mais je vais y aller, c'est sûr. Et ça marche bien? Ça démarre. Ça démarre. Pour l'instant, c'est un modèle économique gratuit, donc voilà, et on recrute. On constitue notre communauté de professeurs. Ouais. Tu veux résumer?
Ouais, carrément. Alors, j'ai pris des petites notes pour essayer de faire mieux que Julien Masson. C'est pas dur. Non, voilà. Je connais pas. Je connais pas. Mais j'aime bien. D'habitude, j'allais la sortir, je l'ai appris de la bouche. On l'embrasse. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment 2 points. Il y a vraiment le challenge américain. C'était de se dire, ne pas croire qu'on peut faire encore tout pareil, parce que c'est le 20e pays. Et parce qu'en fait, finalement, le SEO, ça marche ici, ça marche pas là-bas. Le coût d'acquisition x10, on peut pas racheter en externe. Donc en fait, tous les principes qu'on avait mis en place, faut tout réinventer. Plein d'idées fausses. Donc faut changer de stratégie, surtout recruter la bonne personne. Greta, j'ai l'impression qu'elle vous a quand même pas mal aidé et qu'elle a réussi à trouver des petits hacks pour justement petit à petit faire son nid et commencer à grandir au fil des villes, etc. Et ensuite, il y a eu vraiment cette culture people, entre guillemets, hyper forte, qui fait la force, en fait, de Superprof. Et je trouve ça génial que vous soyez tous en France, déjà. C'est vraiment la maison Superprof. Ouais. C'est génial. Ça permet de garder en fait cette culture familiale, camaraderie. Je suis d'accord avec toi, Margot, mais parce qu'en fait, on n'a pas le choix. On n'avait pas le choix. Moi, j'ai pas d'argent pour acheter des bureaux, louer des bureaux et envoyer une équipe de 5 personnes. C'est pas possible. Ouais. Blablacar, par exemple. Moi, je discutais avec Frédéric Mazza, il nous expliquait les ouvertures de pays. Eux, quand ils ouvrent un pays, ils prennent des bureaux, ils prennent 5 personnes, ils envoient, il y a du marketing, machin. Ils sont vraiment sur place. Ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, faut onboarder, faut motiver les gens, partager des best practices à distance, c'est dur. Faut gérer les problèmes tu perds de la connaissance. D'approvisionnement. Faut qu'ils aient un bureau, un ordinateur, machin. Enfin, tu vois, plus simple tous ensemble à Paris, quoi. C'est clair. Et là, on a de la chance. En France et à Paris principalement, on a toutes les nationalités. On peut recruter toutes les nationalités. On cherchait des Norvégiens, des Suédois, des Brésiliens, des Péruviens. Enfin, on a recruté tous ces gens-là parce qu'à Paris, on recrute tout ça. Je serais dans une ville, je sais pas, à Marseille, dans des villes du Sud un peu plus compliquées en France. Enfin, ça serait compliqué de recruter un Flamand, par exemple, à Marseille. Je pense que ça va pas être facile à trouver. À Paris, tu trouves tout. Donc, on a cette chance-là. Ouais. On parle pas souvent. Une dernière question en fait. Parce qu'on parle pas beaucoup des modèles bootstrappés. T'as été tenté, toi, d'un moment d'ouvrir ton capital, etc. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Avantages, inconvénients? Comment tu le vois avec le recul? Alors, c'est que des avantages. Déjà, la rapidité d'exécution. Moi, je trouve qu'on va beaucoup plus vite. Après, je dis ça pour moi, c'est mon tempérament. Moi, si je devais faire des boards, expliquer des trucs, c'est compliqué pour moi parce que je fais beaucoup de choix qui semblent pas très rationnels, qui sont des choix de cœur et qui sont difficiles à expliquer à des gens rationnels. Voilà. Donc, voilà. 2, on n'aurait pas lancé autant de pays. Parce qu'on a lancé des pays par amour du pays. Moi, j'ai lancé le Brésil parce qu'il y a un mec qui est venu me voir et me dire Superprof au Brésil, ça va être un carton. J'avais même pas pensé au Brésil. Et c'est Flavio, c'était un ancien de Melty, qui dit mais il faut un Superprof au Brésil. Donc il m'a donné l'idée, on l'a lancé ensemble et effectivement le Brésil c'est un beau pays chez nous. Donc c'est des choix de cœur, tu vois. Donc ça c'est pas possible avec les fonds. Bootstrap, écoute, en fait c'est une culture, c'est-à-dire il faut apprendre à gagner de l'argent de tes clients, c'est tout con, hein. Il faut être rentable dès le premier jour et en fait il faut juste avoir comme indicateur chaque jour, comme métrique, c'est ma première métrique que je regarde tous les matins, hein. Ou tous les soirs parce que c'est à minuit que ça tombe, mais en tout cas c'est la croissance du chiffre d'affaires. Il faut faire plus de chiffre d'affaires que la veille, c'est tout. C'est aussi simple que ça, et dépenser moins que ce que tu gagnes. Une fois que tu as cette hygiène, après tu peux défoncer tout, tu vois. La levée de fonds, c'est un autre métier, c'est un autre truc. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants en levée de fonds, qui arrivent à lever, qui font des modèles gratuits, qui font qui ont du mal à faire le modèle économique, mais qui revendent, qui machin. Enfin, il y en a plein Moi, je sais pas faire, donc voilà. Et puis un dernier point, moi, c'est quand tu lèves des fonds, tu sais quand ils rentrent, tu sais aussi qu'ils vont sortir à un moment. Donc tu vas potentiellement vendre ta boîte. Il y a des boîtes qui se sont fait vendre contre l'avis du patron. Drivey, par exemple, s'est fait racheter par Getaround 300 millions contre l'avis du patron qui n'avait pas forcément envie de vendre, mais sauf qu'à un moment, tu as une offre de 300 millions sur la table, tout le monde l'accepte. Et t'as beau avoir 20 ou 30%, c'est impossible à résister parce que tu as tout le monde autour de toi qui te dit prends-la. Ta famille, tes amis, tout le monde te dit ça, c'est trop d'argent, les gens ne comprennent pas. Donc toi, des mecs qui ont vendu leur boîte et qui se sont retrouvés malheureux avec un énorme compte bancaire, ça existe. On peut même pas les plaindre parce qu'ils sont trop riches pour les plaindre. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc non, donc moi je suis pas vendeur, je la vendrai jamais cette boîte, je vais la garder toute ma vie. Je peux pas faire mieux que cette boîte. C'est une boîte dans l'éducation avec une équipe de potes. J'ai 100% de la boîte, on fait beaucoup de croissance.
c'est la meilleure boîte du monde, je peux pas faire mieux, donc je veux la garder, donc je veux pas faire rentrer de fonds. Et enfin, pour répondre à la dernière question qui était, est-ce que ça m'a traversé l'esprit? Oui, ça m'a traversé l'esprit à un moment, parce que c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement dans la mode, qu'à un moment, moi, Quand c'était le pic, on va dire. Ouais, Voilà. bah, quand c'était le pic, et puis, puis les gens, ils taquent à ta porte. Moi, j'ai tous les meilleurs fonds du monde qui ont toqué en me disant, bah, tiens, on pourrait discuter et compagnie. Donc, évidemment que tu te demandes, mais écoute, voilà, tu te demandes pas longtemps, et puisque, voilà, moi, j'ai très vite aussi oublié d'y réfléchir, parce que y penser, commencer à se mettre dans cette posture, bah, ça veut dire que tu te défocalises du business. Et moi, j'ai pas le temps. Je suis focus business. Faut que je fasse grossir mon chiffre. Faut que je fasse preuve de créativité pour faire augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, bah, j'ai pas trop le temps de réfléchir à une levée de fonds. Hyper clair. Deux dernières questions pour toi. Tu as énormément d'énergie, énormément de pêche, donc je pense que la clé du succès, c'est créer une boîte dans laquelle on s'éclate et ça nous fait du plaisir plutôt que souffrir, s'enfermer là-dedans. Tu disais me battre avec les associés. Tu fais des choses à côté, en plus pour... Oui, j'ai une deuxième passion dans la vie. Raconte. Fils. Ah, Non, j'ai un fiston de 5 ans, Olympe, qui est absolument incroyable, et donc j'essaie de passer un maximum de temps avec lui. Voilà, donc c'est ma deuxième passion. Et puis, sinon, écoute, moi j'adore le business, donc je suis fasciné, passionné par le business. Je ne travaille pas, je peux y penser, j'y pense jour et nuit, moi, à ma boîte, à imaginer des trucs et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un vrai plaisir. Et puis après, non, sinon je cours quand même, je fais 20 km toutes les semaines. ça va. Histoire de... C'est bien. Voilà. Bah, ça, c'est un conseil Ton pour Julien Masson Boli. qui écoutera la Boli. Et est-ce que tu as un livre que tu aimes bien ou que tu as lu et qui t'ont fourni des petites clés que tu as bien aimé? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Mage du Kremlin, c'est génial. Ça, c'est super, ça m'a fait bien comprendre la Russie, Poutine et compagnie. C'est un super roman. Le match du Kremlin. Le Mage. Le mage Ouais. du Kremlin. On sait de qui on parle. Non, oui, pas vraiment. Mais je ne dévoile rien, pas de spoil. Je ne dis pas plus. On mettra le lien en dessous. Voilà. Ah, mais c'est génial, c'est un best-seller, hein, c'est assez connu et tout. Non, un livre que j'ai adoré, c'est L'Art de la Victoire, de Phil Knight. Excellent livre. C'est très classique, mais moi je l'ai lu en vacances pendant le Covid et ça m'a galvanisé. Et j'adore alors je vais pas spoiler la fin, mais la fin est incroyable. Quand il a tout réussi, qu'il a tout fait, qu'il est avec Warren Buffett et Bill Gates au cinéma et qu'il se dit, putain, en fait, les meilleurs moments, c'est pas quand il a 10 milliards à l'époque sur son compte, c'est quand j'étais avec mes potes, ma team, et que on devait vendre des Nike et que on n'avait pas le stock, et que la banque nous disait, si vous vendez pas, vous êtes mort. Ces moments-là d'adrénaline, de machin, c'est 10 fois plus plaisant que les 10 milliards et parce que j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à vivre, quoi. Donc, ce truc de chérir l'instant présent, aimer ce qu'on fait, les galères, en fait, c'est des trucs sympas quand tu les fais à plusieurs avec tes potes. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix, parce qu'en fait, ça te crée des connexions. Nous, on a eu des serveurs qu'on cramait, on remontait les trucs pendant la nuit, c'était des nocturnes, voilà, avec tout le monde. Enfin, c'est les super moments. Donc voilà, donc ce bouquin, voilà, non, je le conseille. Et si vous l'avez pas lu, franchement, c'est très facile à lire. C'est l'histoire de Phil Knight, le patron de Nike. C'est un roman presque à lire. Ouais, ouais, carrément. Et c'est super bien écrit. C'est voilà. Donc top, voilà. Ok. Et une personne que tu nous invites dans le podcast là, que tu appelles en sortant? J'en ai plein. Alors le meilleur entrepreneur que je connaisse en ce moment, vraiment, mais c'est triché, donc je vais pas le dire, parce que j'ai investi dans sa boîte. Tu sais que je m'étais toujours interdit d'investir dans autre chose que Superprof. Tout le monde, depuis 10 ans, je dis, ah non, mais j'investis dans rien, tout mon temps, tout mon argent, toute mon énergie, Superprof, je veux rien faire d'autre. Et l'exception qui confirme la règle, Jonathan Lalilek. Jonathan Lalilek, c'est un mec exceptionnel. Ben voilà. De gentillesse, de vision, il est humble, brillant, rapide. Son équipe l'adore. Donc voilà, donc j'ai investi, Superprof a investi, c'est pas moi. Moi j'investis pas quand même, mais Superprof a investi dans Split, qui est une solution pour en fait partager les abonnements, Netflix, Spotify, Le Monde, tu vois, pour avoir des co-abonnés. C'est absolument génial parce que ça fait un peu comme nous, c'est du partage de curiosité. C'est-à-dire que nous, tu viens pour un prof de maths pour le petit, ben on essaie de te faire rester pour un prof de cuisine moléculaire, un cours d'anglais, apprendre à monter une ruche, faire de l'apiculture, enfin, l'œnologie avec ta femme, masterclass de cuisine. Enfin, on essaie de susciter la curiosité. Et lui, c'est un peu pareil. En fait, tu viens pour partager ton abonnement Netflix et en fait, avec l'argent que tu vas récupérer, et ben, du coup, tu vas dire, ah, putain, je vais me prendre en fait un abonnement Le Monde. Ah, putain, puis je vais me prendre un abonnement à 10h.
voilà, tu vois ce que je veux dire, ce truc de curiosité, c'est la même chose. Et il est absolument génial. Jonathan Lidec. Et après un deuxième, si je peux me permettre aussi, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce monsieur que j'ai rencontré au Club Bootstrap. Moi, je fais partie du Petite club pub au des Club Bootstrap. bootstrappers. Comment? Petite pub, c'est bien, il faut le faire. Club Bootstrap, super club. Carrément, super club. Mathieu Leland, Caroline Payou, les deux fondateurs. Moi, j'ai retrouvé plein de copains là-bas. Je me suis fait plein de copains. Mais alors, mon meilleur copain du Club Bootstrap, Corentin Cadet, qui est le mec qui, à la fois un entrepreneur de génie, mais un poète. Donc, je vous assure que c'est quelque là, chose. c'est du velours. Ouais, et on remercie Ludovic Usieux, hein, quand Ouais, même, qui Ludo, qui nous a mis en merci, relation. Ludovic, Artemis, merci. Ouais, carrément, donc, quoi. ça, faut le remercier. Ouais, j'avoue. Bon épisode. Merci, Ludo. Bah, merci beaucoup et c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que nous et à bientôt. Merci. Ouais, salut tout le Merci. monde. Au revoir. Bye. Bye bye.